Les propriétaires de PureTech enfin indemnisés, donc je vous mettrai ces informations ici. Je suis désolé, je suis dans la voiture, je ne pourrai pas reprendre l'entièreté de l'article où il y a des choses intéressantes, il y a des choses par contre qui m'ont choqué, ça on va en parler, c'est-à-dire que ça va être en fonction des dates, etc. Il va falloir monter un dossier, a priori que 60% des dossiers qui sont pris en compte, il va falloir bien sûr que le véhicule soit tamponné, etc. Ce moteur PureTech, je le connais plutôt bien. J'ai de la belle famille qui en a eu. Sur un 3008, 80 000 km, entretien fait, 10 000 km à peu près par an. Et il commence à avoir des petits saccanements, etc. La boîte robotisée, la 6, elle est pas folle. Il faudrait mieux utiliser la 8. Le THP est pas mieux, mais finalement, il est moins pire parce que il y a pas mal de choses qui ont été revues. Il y a quand même une chaîne, et moi j'en avais eu un donc de THP, donc je connais très bien, qui avait été décalé. Une fois que c'est réparé, dans l'ensemble ça va. Bon, il y a des problèmes de turbo, haute pression, basse pression. Là, on est sur un 3 cylindres avec injection directe. On a la courroie qui baigne dans l'huile. Mais chez Honda, c'est pas mieux. Mais je pense que c'est un ensemble de choses entre le moteur et tous ces accessoires à côté. Et si tu ne fais pas des révisions et des préconisations avec une huile synthétique, etc., ça va être compliqué. Pour le reste, tu vas peut-être pouvoir tirer ce moteur à 150, 180, 200 000 km. Je l'ai déjà dit, ce 1,2 litre en 130 chevaux, il est donné par le groupe PSA à l'époque à 180 000 km. Ça m'avait marqué, normalement c'est plutôt 240. Donc ça veut dire quoi? Bah, si tu fais plus, tant mieux. Inch'Allah, si tu fais moins, bah c'est plus ou moins logique. Donc c'est des moteurs en tout cas qui sont jetables. Ce qu'on pourra finalement regretter dans ces PureTech, c'est un 1,2 litre. Et en fait, qu'on retrouve quand même jusqu'à l'extrême dans des 508, 5008. Donc, qu'est-ce que vient foutre des moteurs comme ça là-dedans? Est-ce qu'il aurait mieux pas fallu avoir des moteurs hybridés? Pareil, il ne parle pas de ça dans cet article. J'ai eu donc une Mito, le 1,4 litre en 135 chevaux, mais il existe en plusieurs versions, 120, 155, et dégonflé, etc. 90, je crois, donc ce 1,4 litre, et même moins. En gros, pourquoi ils n'ont pas repris? Alors je sais, ils respectaient pas les normes, mais les normes, voilà, on sait comment ils arrivent à les adapter ou comment ils arrivent à adapter un moteur. Il avait été aussi moteur de l'année. Le 1,2 litre, 2 années moteur de l'année. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'il a commencé sa carrière, hein, puisque déjà sur le 3008, de la belle famille, en 2009, il était déjà là. Donc ça doit être 2007-2008. Ça fait pratiquement une vingtaine d'années qu'il est là. Ils ont corrigé énormément de choses, vous le savez. Donc ça y est, ils ont mis une chaîne. Ça n'empêchera pas à la chaîne éventuellement de se décaler. Et on sait qu'il n'y a pas que le problème de la courroie, de la crépine et tout ce qui peut se boucher, etc. C'est un tout. Voilà, c'est le problème d'injection directe, c'est l'huile, c'est le mélange, c'est les fuites, c'est voilà, c'est des moteurs pour les gros véhicules qui auraient jamais dû exister. Et d'ailleurs, dans l'article, il se trompe, le PureTech a toujours logiquement été en 1,2 litre, donc 82 sans turbo. Et après, il y a des 100, je crois, je pense pas qu'il y ait de 90, 100, 110, 130, et il y a eu 156. Donc, ils ont remplacé, entre guillemets, le THP qui faisait 150, 156, 155 par le 1,2 litre. Alors là, celui-là, je pense que si tu lui mets dedans, le moteur, le turbo, ça va pas le faire. Voilà, sachant que les boîtes 5 Peugeot, c'est pas fou. La boîte 6 Meca est beaucoup mieux. Et pareil, pour les boîtes donc auto, privilégiez plutôt donc la boîte de chez Essien, qui est une boîte 8. Et la nouvelle boîte, pareil, donc elle doit être déjà corrigée parce qu'ils ont des problèmes. Donc, essayez de vous faire indemniser. Je ne pense pas qu'encore une fois, ça soit le pire modèle, les pires modèles, les pires moteurs. Je vous dis juste que par rapport à un TCE, par rapport à un Honda 3 cylindres avec aussi la courroie qui baigne dans l'huile, plein d'autres véhicules, ou Toyota ou autres, c'est juste que ce véhicule-là cumule trop de problèmes. D'ailleurs, les préconisations avaient été revues par rapport à la courroie, etc. Donc voilà, pour le reste, le véhicule est plutôt bien. Je vous ai dit, donc il n'y a pas de 1 litre parce qu'à l'époque, donc Peugeot, ça c'est vraiment de mémoire, eh bien à l'époque de la Laigo et donc 107, 108, etc. Donc c'était un 1 litre. Donc qui faisait, je ne sais plus, 71 chevaux, je crois, un truc comme ça. Il n'y avait pas, je crois, de turbo, donc c'était un moteur Toyota. Il y a eu des 1 litre 1. En fait, pareil, chez PSA, il y avait les TU, enfin, il y avait, ou je sais plus, ce 1,4 litre aussi qui était très bien.
peu importe, 90 ou dégonflé en 75, qu'on aurait pu passer ou qu'ils auraient pu passer en micro-hybridé, ou encore une fois le 1,4 litre donc de chez Fiat. Il y avait plein de possibilités, mais les moteurs de toute façon ça n'a jamais été ça chez Peugeot, contrairement d'ailleurs à Renault. Donc même les anciens essence, que ça soit même avec Mitsubishi, le 1,8 litre, ou qu'ils avaient le 2 litres ou le 2 litres 2, c'était des moteurs qui consommaient énormément, qui avaient une réputation plutôt assez fiable par contre pour l'ensemble. Pour le reste, c'était très souvent en collaboration avec Ford, notamment sur le 3 litres, en essence, en diesel, le 2 litres 7, le 2 litres 2 aussi, 1 litre 6 aussi, et là a priori le 1 litre 5 c'est entre guillemets une amélioration ou un changement, mais c'est vraiment un moteur maison. Donc autant Ford comme Renault, ce sont de véritables motoristes. Par contre, il faut avouer que Peugeot, sur les moteurs et les boîtes de vitesse, c'est catastrophique. Donc voilà, après c'est libre à vous. La réputation, je pense que elle est connue et c'est pas en faisant des petites améliorations. Donc aujourd'hui, l'indemnisation est sur 10 ans et 175 000 km. Donc ça prouve bien que bon, l'inquiétude quand même. Donc au bout de 10 ans, voilà, vous avez intérêt à faire 17 000 km. Et puis vous savez qu'à 180 000 km, donc le véhicule au bout de 10 ans, voilà, Inch'Allah, il fait le temps qu'il fait. Et c'est encore une fois donc magnifique. Pour le reste dans l'ensemble, hein, tout tient plutôt bien. On est quand même donc sur du Peugeot, sur du Stellantis, sur du PSA ou autre. Mais il faut bien comprendre qu'un véhicule qui va avoir 5 à 10 ans, en plus où vous n'avez pas forcément toujours fait les préconisations donc d'entretien ou autre, bah vous allez arriver voilà 5-10 ans et le véhicule 100-150 000 km. Qu'est-ce qu'on va faire? Il vaut, et encore les cotes ont augmenté, mais à la base, même un 3008, c'était 5, 6, 7, 8 000 balles. Moi, c'est les prix que j'ai vendus à l'époque. C'est le prix du moteur. Je crois que c'est 7 000 € minimum le moteur. Donc, voilà. Je pense avoir tout dit. Encore une fois, c'est vraiment très important, en fait, de le comprendre. Je vais radoter, hein, mais c'est très important. Un 3 cylindres n'a rien à faire dans un véhicule au-dessus d'une compacte. Une routière, une berline, un gros SUV, un véhicule 7 places, un espace, un 3000 litres. Donc un 3 cylindres n'a rien à faire, rien à foutre franchement dans ce type de véhicule. De 1. De 2, à un moment donné, on voit les limites du downsizing et donc un petit 3 cylindres, ça doit rester dans des petits véhicules pour le centre-ville où tu fais 5000 km par an, un petit entretien, mais on voit voilà le turbo, 3 cylindres, injection directe et un moteur qui est renforcé un petit peu de partout. C'est finalement un moteur qui est assez jetable. Faut se rappeler par exemple des premiers 3 cylindres, notamment chez Fiat, chez Smart, donc c'était en collaboration avec Mitsubishi. Ils n'étaient pas pourris en soi, la boîte robotisée n'était pas folle, j'en ai eu 2. C'était le problème de l'huile qui venait au niveau de la pipe. En fait, elle bouffait de l'huile et le moteur n'arrivait pas à tout cramer parce que trop petit au niveau de la combustion. Et donc, l'huile venait se déposer donc sur les pipes d'admission et à un moment donné, à force, ça se corrodait et à un moment donné, la pipe d'admission tombait. Donc, il aurait fallu... Ces 3 cylindres, ils sont pas hyper étanches, tu vois. Donc, en fait, c'est pas prévu pour ça, tu vois. C'est pas un 2 temps. C'est pas prévu pour cramer, en fait, de l'huile. Donc, et ça, c'est un problème... même des 4 cylindres aujourd'hui, que ça soit le THP, les TFSI, les TCE et autres, en fait, ce sont des moteurs qui bouffent énormément d'huile et arriver donc à 200 000 sans avoir trop de problèmes sur ce type de véhicule, même en l'ayant bien entretenu, c'est quand même compliqué. Et voilà, à la fin de l'article, il parle du 1,5 litre qui est toujours pas donc indemnisé. Là, c'est la fin. Le diesel, c'est la fin de la fin de la fin du fin. Alors, ça reste quand même à 4 cylindres, mais chez Volkswagen, 3 cylindres diesel. Alors, ça vibre d'une tondeuse à gazon. AdBlue, filtre à particules. Bien sûr, tu avais déjà donc qui colmate un petit peu donc l'air du moteur, le catalyseur. Là, et la vanne GR. De toute façon, tu changes un FAP sur certains véhicules, c'est entre 2 et 5-6 000 €. Et des fois, tu peux pas le faire dans un petit garage ou quoi. Pareil pour la courroie.
La courroie, il y a pratiquement personne. Nous, on s'était renseigné chez Speedy, mais tu peux aller voir dans d'autres magasins. Ils veulent pas forcément, à moins de tomber sur un Peugeot spécialiste ou quoi. Sinon, faut aller chez Peugeot. La courroie, c'est 1000 balles quand même. Pour une putain de courroie. Donc, ça fait quand même un peu cher. Donc, sachant que courroie, je sais pas pourquoi ils sont obligés, donc ils te font la totale. Ils te font la pompe à eau. Et puis, tu te dis, tu te fais la courroie accessoire pratiquement. Donc, si tu es dans une concession qui est aux alentours des 150 € TTC la main d'œuvre et qui te met une belle tartine plus une petite révision, eh ben ça te fait 2000 €. Donc ça, il faut regarder tout ça. Sur un véhicule, qu'on l'achète neuf ou d'occasion, si on commence à avoir logiquement c'est tous les 4 ans, hein, je crois. Hein. Je sais plus s'il y a un kilométrage, je crois que c'est 80 000. C'était tous les 5 ans, je crois que c'est passé à 4 ans, mais peu importe, ça soit 4-5 ans, tu sais que tu vas avoir pratiquement un billet de 2000 €, parce qu'il y avait une différence en fait entre la courroie accessoire et donc la courroie. Les courroies à la base Peugeot, elles sont super. Je trouve que c'est même mieux en fait qu'une chaîne. Si on en parle 2 minutes, les chaînes, on les voit sur les THP, on les voit sur les Mini. J'ai déjà vu sur des, notamment même sur le Cayenne, sur des SLK que j'avais ou quoi. Ça a tendance à se détendre. Il y a un galet tendeur, ça fait du bruit. Et au final, ça doit changer un jour ou l'autre. Donc en fait, une chaîne, c'est pas forcément à vie. On va dire déjà, si tu fais 300 000 km, c'est déjà énorme. Mercedes a des problèmes sur les chaînes qui sont devenues simples au lieu de double sur les 2,2 litres. Et au bout de 200 000, ils cassent. Donc en fait, il faut la changer avant la chaîne. Donc au lieu de faire une chaîne qui coûte relativement cher, les courroies, notamment de chez Peugeot, sur un 2 litres HDI d'ailleurs, de mémoire, c'était 10 ans. Avant, c'était 8, je crois, mais 10 ans, 180 000 km. Franchement, tous les 10 ans. Par contre, j'avais une Renault Wind, là, le 1,6 litre, c'était tous les 4 ans. Franchement, quand tu te fais allumer dans un garage et que tu en as pour 500 à 800 balles tous les 4 ans, plus les pneus, plus tous les choses annexes, tu vois, ça commence à faire beaucoup. Donc tous les ans, les gens n'arrivent pas à se rendre compte. C'est Yacine qui avait sa Mégane, et lui, il en avait conscience, c'est pour ça qu'il est passé sur un modèle Y. C'est que tous les ans, déjà, tu supportais la décote éventuelle, un peu moins en ce moment, tu avais le coût de l'essence et le coût des entretiens, plus les travaux donc annexes. Donc quand tu mets tout ça bout à bout, ça fait un bon billet. Tu fais 10 à 20 000 km par an, notamment au moins 20 000, bah, tu arrives chaque mois à un petit billet globalisé de 300 à 500 balles. C'est pour ça que c'est très agréable sur les véhicules électriques, notamment Tesla. T'as rien à faire, bah oui, il te reste les pneus, les vitres, le lave-glace, un liquide de refroidissement à terme, une purge des freins, voilà. Et pas de plaquettes, pas de disques, rien de tout ça. Donc franchement, c'est un régal, c'est un régal. Pour le reste, bah, sur ce moteur PureTech, ils vont malheureusement le tirer jusqu'à la fin. C'est pratiquement le seul qui reste. Comme je l'ai dit, pour moi, l'hybride rechargeable, c'est le pire des deux mondes. Mais dans l'ensemble, sur un THP 150 chevaux, c'est plutôt pas mal. Donc on le retrouve ici, ce THP. Et pour le reste, après, en fait, c'est fini pour le groupe Stellantis. Il n'y a aucune proposition. Donc même d'un hybride, tu vois... si c'est pour prendre un hybride, bah on le voit ce que Renault actuellement va faire, et ils vont le mettre aussi ils l'ont déjà mis sur Dacia sur le Bigster, mais ils vont le mettre aussi sur les petits modèles normalement, donc sur une Sandero, 1,8 litre Atmo avec Atkinson, on est sur une boîte, on n'est pas sur un variateur, on est toujours sur une boîte à crabot. Bon, ça c'est peut-être pas fantastique, mais 150 chevaux, batterie safe, très bien. Donc ce 1,8 litre, si tu veux, voilà, mis à part peut-être la boîte, il est pratiquement increvable. Donc là, on a quelque chose de safe. Pour le reste, micro-hybridé, 1,2 litre, 3 cylindres, la chaîne, on verra le temps donc que ça fait. Mais encore une fois, faut rien attendre malheureusement du groupe Stellantis sur les moteurs. Il n'y a plus rien qui est fait. Il n'y a plus que le 1,5 litre et le 1,2 litre et un petit peu de 1,6 litre. Ça s'arrête là. C'est fini les 2 litres. Chez Fiat, il y avait des très très bons moteurs aussi. Il y avait un 2,2 litres, mais aussi chez PSA, il y avait un 2,2 litres qui était aussi avec Ford, qui était super, qu'on retrouvait dans des ranges. Enfin, le 2,7 litres notamment, qui était increvable en biturbo. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, c'est quand on tire jusqu'au bout du bout. Donc, voilà. Donc, si vous voulez avoir des problèmes, prenez ce type de voiture, malheureusement, tu vois. Et si tu peux pas avoir de problème, c'est vrai que tu prends un hybride Renault actuellement, c'est plutôt pas mal. Sauf donc sur la 1,6 litre, la boîte à crabot à vérifier. Et en 140 donc chevaux, 145.
Et voilà, Toyota, bah, t'as juste tes révisions, je crois que c'est tous les ans. Donc voilà, tu trouves un petit garage, tu mets 100 balles par an et c'est tout. Voilà, c'est fini en fait le temps, je pense à la Laguna que j'avais en éthanol où voilà, tu vas chez Midas ou quoi, tu fais une petite purge enfin tu fais une vidange, 70 balles, 100 balles, ou tu la fais toi-même ou peu importe. Et c'est tout ce que ça demande en fait, un moteur qui est fiable et qui demande voilà, qui a en plus une chaîne, donc là le M4R je crois, 140 chevaux de litre. Ce moteur, tu regardes les préconisations de Renault, mais même chez Nissan, chaîne, même les bougies ils sont fous, ils te disent 10 ans 180 000, même à l'éthanol, ils sont complètement fous. Non, tu les changes tous les 4-5 ans, tous les 80 000. Donc honnêtement, c'est le gros du problème, c'est les préconisations et la fragilité en fait de tout ce type de moteur. Donc faut faire attention malheureusement à ce qu'on achète. Allez, je pense que j'ai trop parlé dans cette vidéo et bon, on le savait depuis longtemps, on est en 2025, on savait déjà depuis 2010, 2015 que ce moteur-là malheureusement il n'était pas fantastique et il était temps que Peugeot, en tout cas le groupe Stellantis, à un moment donné prenne ses responsabilités et indemnise les gens et ça va être pareil avec le 1,5 litre. Voilà, donc on fait pas des miracles, quand on fait des trucs à la sauvette et qu'on fait des usines à gaz, à un moment donné, quand t'as beaucoup de choses qui peuvent et qui sont à risque, c'est pas étonnant que malheureusement que voilà, une dizaine de trucs qui sont à risque, t'as un truc qui risque de lâcher dans toutes ces choses à risque. C'est pour ça que véhicule électrique simple et efficace. Moins de pièces, pas de vanne EGR, pas de filtre à particules, pas de catalyseur, pas d'injection directe. Voilà, les bobines, les bougies, les machins, les bidules en voiture, voilà, tout ça, finito.